Émilie, Nicolas, bonsoir. 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 Il y J'espère a que vous Timcha allez aussi. bien. Bah oui, mais comme je ne connais pas son prénom, j'ai pas osé. Ouais, Oui, donc, Saint-Louis. bon. Eh bien, écoutez, merci d'être parmi nous, hein. Émilie, tu deviens une habituée. On n'avait jamais rien fait ensemble, 2 fois en 2 semaines. Ça Eh commence oui. même à faire beaucoup, hein, quand même. Peut-être que certains en ont marre de nous voir nous deux, mais bon, comme il y a une nouvelle tête avec Nicolas, ça devrait bien se passer quand même. Donc, dans un premier temps, avant qu'on parle du sujet, peut-être que je peux vous laisser vous représenter. Émilie, peut-être brièvement, mais Nicolas, peut-être un peu plus. Voilà. Donc moi je suis Émilie Cuissard, je suis ethnobotaniste, c'est-à-dire que je m'intéresse aux plantes sauvages, mais aussi à leurs usages surtout. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc divers usages, hein, que ce soit au niveau de la cuisine, au niveau des médicinales, au niveau des teintures, enfin tous les usages m'intéressent quoi. Et puis voilà, je donne des stages, etc., etc. Super, Vas-y Nicolas. merci. C'est Nicolas Clémendo. Pareil, je fais partie de l'association Univers Nature. Et je propose depuis, comme Émilie, depuis une douzaine d'années, des stages sur tout ce qui est vie et survie en nature, tout ce qui est aussi artisanat, donc on appelle aussi bushcraft, que ce soit de la vannerie sauvage, de la poterie primitive, travail du bois, et plein de choses encore. Et puis, j'ai été formé en fasciapulsologie depuis une quinzaine d'années maintenant, auprès de Christian Carini, parce que tout ce qui touche à la vie, avec un grand V, m'intéresse. Donc c'est un petit peu mon chemin de vie, mon parcours. Est-ce qu'on pourrait dire qu'avec votre savoir, en plus regroupé, hein, parce que vous avez l'air très complémentaires, on pourrait dire que grâce à vos enseignements, on arrive à être un peu plus autonome? C'est pas l'objectif premier, mais ça y touche, puisque dès le moment où on va connaître des plantes sauvages, on va voir qu'elles ont une richesse fabuleuse, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit médicinal, que ce soit pour le sujet de ce soir, les encens. Et puis après, oui, tout ce qui touche à l'artisanat, forcément, ça aide à beaucoup de choses. Surtout quand on fait de l'artisanat en partant j'ai envie de dire, de pas grand-chose ou de rien, de ce qu'on peut trouver autour de nous dans la nature. Et puis aussi, c'est le fait d'être en lien plus avec la nature, on apprend aussi à devenir autonome, je dirais plus à penser un peu différemment, voir les choses un peu différemment. Donc il y a une autre sorte d'autonomie qui se développe, qui est aussi intéressante, quoi. Voilà, moi, on va dire que c'est naturel. Vous recherchez pas l'autonomie comme c'est un petit peu, je dirais, à la mode actuellement. Mais vous, par rapport à ce que vous proposez, naturellement, on arrive à cette forme-là de savoir-faire un peu plus débrouillard, avec de la débrouillardise, avec plein de petites choses du quotidien qu'on peut mettre en place de bon sens. Mm. Et pour terminer, hein, je vous fais tellement de choses, hein, on va pas présenter tout ce que vous faites, sinon ça va faire l'heure qu'on a à passer ensemble, hein. Mais j'aime beaucoup aussi parler de ce que tu fais, Nicolas. Tu proposes quelque chose qui est très, je dirais, au goût du jour actuellement, mais que tu proposes depuis déjà bien longtemps. C'est des stages de survie aussi. Tout à fait. Alors, de vie et survie. Mm. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que j'enseigne d'abord aux gens à vivre en nature et la survie vient que en complément puisque c'est comme si on apprend à conduire avec une voiture. Dès le moment où on se débrouille bien sur les petites routes de campagne comme sur l'autoroute, qu'on connaît son code et qu'on a les bons réflexes pour conduire, le jour où il y a un accident, il y a des gestes en plus. Mais c'est le but du jeu, c'est d'éviter justement l'accident. Après, le côté survie amène à toucher un peu plus à l'essentiel et ça amène aussi à aller sur des choses qui sont plus de l'ordre des techniques primitives ou comme tu disais, de la débrouillardise, de savoir bricoler pas grand, enfin tout un tas de choses avec pas grand chose. Et c'est tout Mm. cet esprit un petit peu que j'appelle l'esprit du renard, qui est un petit peu le côté comment détourner les objets, les choses, comment apprendre à changer son regard sur que ça soit sur la vie avec un grand V en général, que ça soit aussi sur quelques plantes ou sur quelques outils qu'on a avec nous pour pouvoir se débrouiller, retomber sur ses pattes. Euh,
répondre à nos besoins essentiels. Voilà, oui. Donc c'est bien, tu me reprends bien. C'est vrai que je trouve que le mot survie n'est pas vraiment toujours adapté, mais on le voit aujourd'hui, hein, que ça s'est perdu, tout ça. C'est des choses qu'on devrait tous apprendre depuis bien longtemps. Et puis on voit que dès qu'il y a un petit coup de stress, comme on voit, il y en a beaucoup qui ont peur pour les énergies. Ils vont chercher des tas de LED, des tas de choses, des tas de piles. Toi, tu n'as pas besoin de tout ça. Grâce à tout ce que tu proposes avec l'aide d'Émilie, eh ben, vous arrivez avec plein de choses aussi, mais qu'il y a dans votre jardin, ici, par-ci et par-là, à pouvoir vivre décemment, même si on vous coupe l'électricité pendant un mois, je pense que vous en sortirez pas trop mal, vous, du coup. C'est-à-dire que, pour répondre un peu à ta question par rapport à l'autonomie, nous, ce qui nous motive depuis toujours, c'est des choses simples, des choses essentielles, et retourner un petit peu à tout ça par le biais des activités qu'on propose. Et effectivement, ben, si demain il n'y a plus d'électricité, ben, c'est sûr qu'il y a tout un tas de choses qui vont nous manquer. Mais on a un mode de vie qui est entre les deux, entre, on va dire, une vie entre guillemets primitive et une vie ben, intégrée dans la société avec, ben oui, on a on a un ordinateur, on a tout ça. Mais l'essentiel est pas là. L'essentiel est vraiment sur savoir savourer l'instant et vivre ce qui se vit ici et maintenant dans l'instant, avec des choses simples. Tout à fait. Bon, ben, on pourrait parler de ça des heures, mais comme tout le monde le sait, on n'a pas ce soir quand même. On pourra faire des tas de sujets ensemble passionnants et qui sont vraiment actuellement, je dirais, vraiment au goût du jour. Mais ce soir, on avait envie de parler d'encens. Parce que c'est vrai que c'est une chose que, moi, si on demande à tout le monde dans la rue, tu sais ce que c'est qu'un encens, tout le monde va dire oui, hein, voilà. Tout le monde a déjà respiré de l'encens. Tout le monde imagine le petit bâtonnet avec plein de produits chimiques qui nous bouffent les narines, mais qui sont bons quand même, hein, voilà. Mais est-ce que enfin, c'est pas moi qui vais établir le plan ce soir, mais je pense qu'on aurait beaucoup à redire sur ces encens chimiques, hein, qui sont peut-être plus délétères que bons, hein, à inhaler ces particules toxiques. Mais est-ce qu'un encens fait maison l'est tout autant? Comment on fait un encens maison? Est-ce qu'on peut en faire un, comme vous dites, cueillez vos encens? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et comment vous avez envie de nous en parler ce soir et de sensibiliser les gens aussi à l'encens? Parce que c'est une manière d'utiliser les plantes aussi, ça, on en parle moins, mais c'est une manière peut-être encore oubliée ou, ou en tout cas, si on demande à des personnes, est-ce que vous savez fabriquer vos encens, vous? Je pense que là, pour le coup, peu le savent, ça. Mais déjà, pour revenir sur la toxicité des encens, enfin de la plupart des encens qui sont vendus dans le commerce, là j'en ai vu tout à l'heure, j'étais dans une grande surface, j'ai vu qu'il y avait, ils vendaient encore des bâtonnets, voilà, dessus. Quand on regarde derrière, attention, faut pas toucher avec les mains. On se dit ouais, là, un peu attention quand même. Mais il faut quand même avoir conscience que toute substance qui va brûler va dégager des substances qui sont nocives, n'importe laquelle, hein, même si on brûle, je sais pas, Un feu de bois, tout simplement. ou un feu de bois, tout simplement, des substances, enfin des fumées qui sont nocives pour l'organisme. Donc, une des choses dont il faut vraiment avoir conscience, c'est quand je fais brûler quelque chose, ben je vais pas me mettre dans la fumée. Enfin, c'est pas l'idée, c'est pas ça, quoi. Parce que sinon, effectivement, il y a des parties microparticules qui peuvent être irritantes pour les parois nasales et pour les poumons, etc., qui sont pas bonnes, quoi. Après, c'est vrai que les encens du commerce contiennent encore d'autres trucs, souvent des produits qui sont des adjuvants, des parties chimiques qui font qu'ils ont en plus d'autres qualités qui sont vraiment pas bonnes, quoi. J'aimerais préciser une chose. En fait, il y a différentes qualités d'encens, même au niveau au niveau des commerces. J'ai pas envie de casser du sucre sur le dos de ces encens-là. Parce qu'il y a des très très bons encens. Aussi, oui. Avec, comme n'importe quel produit, il y a des produits de bas de gamme et puis qui sont faits à faible coût. Donc effectivement, il y a des adjuvants pour que ça brûle mieux. Il y a des produits de synthèse pour faire de l'odeur, etc. Mais il y a aussi des très bons encens de qualité. Et nous, on a commencé à entre guillemets découvrir les encens en dehors des bâtonnets classiques ou des Nakchampa indiens hyper répandus par des encens népalais de notre ami Passant Glama. En fait, il ramenait ça du Népal et c'était des encens en poudre
Et on y reviendra tout à l'heure, hein, pourquoi les encens en poudre. Mais il y a des encens de très bonne qualité. Après, il y a des encens de moins bonne qualité. Ensuite, n'importe quelle substance, là on a un ordinateur avec du plastique, des composés, etc. On a une table en bois, etc. Tout ça, ça va même sans brûler, ça va dégager plus ou moins des substances qui sont plus ou moins nocives. C'est-à-dire que la notion de pureté, on va dire absolue, n'existe pas. C'est ça. Et donc, ça a un nom d'ailleurs. Je crois qu'on dit que c'est les PFOA, non? C'est ça? Mais il y a les COV aussi, je ne sais plus, les composés organiques volatiles, et puis il y a peut-être les. Je ne sais plus exactement, ouais. Il y a plusieurs noms. Ouais. Voilà, oui. Donc déjà, voilà, faut avoir ça en tête, c'est-à-dire que même sans faire brûler de l'encens chez soi, simplement en ayant, même en achetant des produits, on va dire naturels, des meubles en bois non collés, non vernis, etc., le bois lui-même va déjà dégager tout un tas de substances. Ouais, des alpha-pinènes, toute matière dégage des trucs. Donc bon, après moins effectivement on absorbe ce genre de n'importe quel composé, mieux c'est. Mais je pense qu'il faut pas créer des peurs là-dessus. Il y a une fumée, ok, on brûle un encens, on va aérer la pièce et voilà, on va continuer notre vie normalement. Vu qu'on parle de ça, c'était peut-être prématuré. Dites-moi si c'est ok pour vous, mais avant de partir dans les détails de tous les types d'encens, comment peut-être on les fabrique ou voilà tout ce que vous avez envie de nous partager ce soir. Comment on utilise de l'encens? Est-ce qu'on peut répondre tout de suite à cette question? Parce qu'on entend plein de choses. Est-ce qu'on le met pendant qu'on est dans la pièce? Est-ce qu'on le met quand on n'est pas dans l'assiette? Voilà. Pendant combien de temps on peut rentrer dans la pièce? Est-ce qu'on aère avant, après, pendant, etc. Alors, c'est comme on le disait tout à l'heure, hein, quand on veut faire brûler un encens pour diverses raisons, hein, ça peut être pour assainir, parce qu'on a envie de créer une ambiance, enfin plein de raisons diverses, pour en reparler peut-être tout à l'heure. On va effectivement brûler de l'encens et pour pas que les fumées stagnent, etc. L'idée, c'est une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire avec l'encens, on va je peux pas dire un rituel ou quoi. Après, ça dépend. On peut dire si on fait un rituel, on fait un rituel, mais c'est pas obligé quoi. Quand on a fait brûler l'encens pour la raison qu'on voulait, on ouvre les fenêtres pour bien aérer, enlever toutes les fumées et après on peut se laisser transporter par ce qui va. Avant, pendant, après, par ce qui se passe quoi. Mais c'est important, on va pas laisser les fumées stagner quoi. T'as quelque chose à ajouter un peu? Non, c'est très bien. Est-ce qu'il y a un dosage, une quantité ou un temps par rapport à un nombre de mètres carrés donné? C'est-à-dire que est-ce que je peux utiliser le même petit bâtonnet dans 10 mètres carrés que dans 100 mètres carrés, dans une pièce à vivre? Il faut que j'en mette 3 dans celle à 100 mètres carrés ou quoi? Tout dépend ce que tu cherches à faire. Si tu veux nettoyer, utiliser beaucoup de fumée, des choses comme ça, faire des fumigations. Donc tu as des encens qui produisent très peu de fumée, tu as des encens qui vont produire beaucoup de fumée. Après c'est pareil, si tu veux éloigner les insectes, un petit peu de fumée c'est mieux que pas du tout. Donc ça dépend de l'usage. Et après effectivement, plus la pièce est petite, plus elle va vite saturer en fumée, odeur et autres composés volatiles. J'ai envie de dire, je peux pas te donner une règle absolue, un tableau avec le nombre de mètres carrés, le nombre d'encens à brûler, etc. C'est un petit peu au feeling à chacun de doser ce qu'il a à faire. Après, peut-être pour répondre à ta question, c'est quand on brûle supposons qu'on ait une grande pièce, un salon, cuisine ouvert, plusieurs dizaines de mètres carrés, on peut brûler de l'encens dans un coin et ça va rester plus ou moins dans cette zone, ça va se propager doucement dans la pièce ou dans les autres pièces. Après, si on veut changer un peu l'ambiance, il faudra se déplacer avec le porte-encens par exemple, ou voilà, ça dépend de ce qu'on fait, de l'usage qu'on en a. Voilà. Moi, j'aurais plein de questions, mais je sais que vous nous avez préparé un petit déroulé cohérent, donc je ne vais pas tout vous chambouler. Par quoi on peut commencer quand on commence à s'intéresser aux encens? Donc, souvent, j'imagine que c'est des personnes
donc qui ont soit des besoins, hein, comme on a dit, de purification, soit aussi tout simplement des personnes qui aiment cette odeur, etc. Mais par où commencer quand on a envie de s'intéresser un peu plus aux encens que juste aller acheter son bâtonnet dans le commerce? Parce que vous, comment ça vous est venu pourquoi vous n'avez pas continué à acheter vos petits bâtonnets à droite à gauche ou acheter vos résines? Oui. Pourquoi vous avez décidé de trouver encore plus local pour vos propres enfants? Justement, une des raisons, c'est justement que la plupart des bois, des substances qui sont vendues pour faire de l'encens sont des substances qui viennent de pays soit exotiques ou alors des régions qui sont assez lointaines. Donc ça, alors ça va avoir un impact sur comment dire, tout simplement le impact écologique, hein, parce que bon, on vient faire venir des choses de loin, on ne sait pas comment, enfin, ça dépend si c'est des choses biologiques, on peut imaginer que c'est ramassé avec respect, etc., mais on ne sait pas comment les plantes sont traitées là où elles sont ramassées, enfin, il y a tout cet aspect-là. Et en plus, énergétiquement, on est quand même beaucoup moins lié avec des plantes lointaines. Alors, je dis pas, hein, parfois on peut avoir des liens quand même avec ces plantes, mais on a comment dire, on est beaucoup plus lié avec le terroir et avec ce qui nous entoure énergétiquement que ce qu'on va retrouver des substances qui viennent de loin, quoi. Alors, il y a effectivement les encens qui sont entre guillemets tout près, que ça peut être des cônes, des bâtons, des poudres, etc., qui généralement viennent de loin. Après, ça peut être aussi des composés, puisqu'il y a des gens qui vont, comme n'importe qui d'autre, qui vont acheter différentes composés une résine, un bois, etc. Ensuite, qui vont fabriquer leur encens. Et là, c'est sur ces composés-là, en fait, on s'est rendu compte que, pareil, ils venaient souvent de loin. Et puis, donc la démarche, c'était comment faire des encens avec ce qui est autour de chez nous. Donc, pour garder le lien avec les plantes qui nous entourent. Et puis, on peut très bien le faire. Voilà, pourquoi on pourrait pas le faire nous-mêmes, tout simplement. Par exemple, il y a cet encens, tout le monde connaît le Liban, hein, d'ailleurs, quand on parle encens, on parle au Liban, forcément, c'est un Boswellia, voilà, Carteri, qui est hyper connu. Et en fait, on parle beaucoup de cet oliban parce que il a en fait, entre guillemets, a priori supplanté un autre encens qui était utilisé auparavant, qui est C'est quoi, début 19e? Ouais, il a été utilisé jusqu'au début 19e, l'épicéa, mais après, parce qu'il était meilleur marché, local, etc., et qui ressemble beaucoup à l'oliban. Mais le Liban est resté vraiment dans les esprits, hein. C'est l'encens qui est utilisé dans les églises, notamment. Pas que, hein, maintenant ils font peut-être des mélanges aussi. Mais du coup, voilà. Je sais plus ce que je veux commencer. La résine, en fait, Ouais. la résine d'oliban, c'est l'encens qu'on utilise dans les églises. Et il y a un côté exotique aussi qui plaît, d'acheter quelque chose qui vient d'ailleurs, d'autres coutumes, etc. Et cette résine, en fait, elle coûte sûrement encore plus cher que d'acheter simplement ou de récupérer de la résine d'épicéa. Mais pour des raisons économiques, des raisons sûrement aussi pratiques, elle était remplacée par de la résine d'épicéa, puisqu'on a à peu près, une odeur qui est très très proche Ça ressemble beaucoup, ouais. de l'oliban utilisé dans les églises. Ils sont aussi proches, quoi, pour le coup. Parce qu'on a, l'épicéa est vraiment un encens très purifiant, soit pour les lieux ou pour les personnes, donc qui est le cas aussi pour le Liban. Donc on a des choses proches, mais c'est vrai que ce côté un peu exotique, précieux, qui vient de loin, c'était mieux vu entre guillemets que la résine d'épicéa qu'on pouvait récupérer comme ça un peu partout. C'est un peu l'encens du pauvre entre guillemets, quoi. Ça pouvait être mieux vu, tout à fait. Mais après, voilà, quand on sait ça, alors avant, comme tu disais tout à l'heure, il y avait il y a des savoirs plus ou moins entre guillemets perdus ou peut-être mis de côté. Mais quand on a fait des recherches, on s'est rendu compte que que la résine d'épicéa était aussi utilisée. Que alors nous on utilisait depuis pas mal de temps. Et
voilà, donc ça remonte un peu, ça montre un petit peu l'histoire, l'évolution aussi des mœurs, de comment aujourd'hui on peut vivre les choses, ou comment les hommes ont pu vivre les choses il y a de ça quelques temps. Et en vous écoutant, une question qui me vient, que j'oublierai certainement après, donc je vous la pose maintenant, mais du coup, est-ce qu'il y a un intérêt, admettons que la fumigation en termes de fumée est la même pour un épicéa et un oliban. Bah, est-ce que moi, en tant que consommateur, au-delà de l'éthique, hein, comme tu dis, choisir l'exotique ou le plus proche, est-ce que j'ai un intérêt de prendre une plante plus qu'une autre? Ou est-ce que je peux choisir la moins chère? Parce que dans tous les cas, ça fera le même travail. Pourquoi je choisirais l'un plus que l'autre? Est-ce que c'est comme en phyto? Est-ce qu'il y en a une qui a une vertu, puis une autre qui a une autre vertu? Ou en fait, du moment où c'est une fumigation, que ce soit du pissenlit ou de l'oliban ou quoi, du moment où ça fume, eh ben, ça fera le travail. Alors, déjà, tu n'auras pas la même démarche, puisque si tu commences à t'intéresser aux plantes sauvages, et particulièrement ce soir là aux encens, tu vas sortir chez toi au lieu d'aller dans un supermarché ou autre, ou même commander par internet. Il y aura la démarche d'aller dehors, d'aller en forêt, d'aller trouver un arbre qui aura été blessé pour X ou Y raison, et tu vas récupérer de la résine. Donc déjà, il y a un rapport différent avec le milieu qui t'entoure. Ensuite, il peut y avoir un rapport différent avec l'arbre qui va te fournir la résine. S'il est récolté, même s'il est très très bien récolté, à l'autre bout du monde, ce sera peut-être pas la même démarche que toi tu pourrais faire en ayant la récolter dans la forêt à côté de chez toi. Du coup, il n'y a pas la même relation avec ce qui vit autour de nous, parce que des arbres, c'est des êtres vivants. Ensuite, on parlait tout à l'heure du lien énergétique qu'on a avec le terroir. Voilà, c'est plus une démarche. C'est déjà une démarche personnelle qui est différente. Et puis, donc, il faut aussi, parmi toutes les plantes et parties de plantes qu'on a testées, étudiées, on a testé un paquet. On a remarqué des constantes, que, par exemple, je sais pas, les écorces, on va avoir quelque chose qui va être plus dans l'ancrage, ou les résines, quelque chose qui va être plus sur l'éthérique, etc. Et du coup, effectivement, donc déjà il y a cette particularité-là. Tu vas voir les parties de plantes qui vont donner des effets différents, et aussi les plantes par elles-mêmes, forcément, comme en phyto, elles auront des effets différents selon ce qu'on va utiliser. On connaît bien, par exemple, l'herbe au bison. C'est le qu'utilisaient les Indiens. Oui, comme toi, j'ai en tête. La flouve odorante qu'utilisaient les Indiens, ils utilisaient les Amérindiens, les Amérindiens tressés, et qui faisaient brûler pour purifier, etc. Voilà, ça ça va faire un effet très très éthérique, éclaircir les idées, etc. Donc, chose qu'on n'aura pas forcément. Qui met en lien, et qu'on n'aura pas forcément, par exemple, avec un épicéa, ou ce serait un peu différent, quoi. Alors après, pour répondre aussi à ta question, les deux seront intéressants. Par exemple, si on reste sur l'épicéa et puis le Liban, les deux seront intéressantes parce que elles auront pas la même. Il y aura des subtilités, ils n'auront pas entre guillemets la même signature. C'est-à-dire que ce sera pas le même arbre, ce sera pas comme on parlait la dernière fois avec Émilie lors de la dernière conférence. Ce sera pas peut-être la même période de cueillette, ce sera pas voilà, donc à chaque fois c'est quelque chose d'unique, et c'est vraiment complémentaire. De même, quand on cueille, quand on va faire de la cueillette, j'en parlais la dernière fois, selon qu'il a fait très chaud ou qu'il a beaucoup plu, on va avoir au niveau des principes actifs qui vont être ou alors très très dilués, ou alors très très condensés. Et du coup, par exemple, si on prend, je sais pas, un romarin ou une lavande qui vient du sud, elle aura pas tout à fait les mêmes propriétés que notre lavande, notre romarin qui vient de mon jardin, quoi. Ici dans le Jura, où c'est très arrosé. Et l'idée, l'une des idées, ce serait par exemple de
pas forcément porter un jugement ou une catégorie, mais voilà, il y a cette année, enfin ou l'année dernière, je sais pas, peu importe l'exemple, il y a plus énormément, du coup on a des choses beaucoup plus diluées, accepter le fait que telle plante ou telle partie de plante ou telle résine, cette année-là est plus diluée ou est plus un peu plus différente que d'autres années, et apprécier ce qui est donné au moment où c'est donné. Et y a-t-il, vous qui êtes des spécialistes en botard, hein, y a-t-il des propriétés émergentes à utiliser la fumigation en vertu? Est-ce qu'il y a des nouvelles vertus qui se créeraient à fumer la plante plutôt qu'à la boire en tisane ou à la prendre en phyto ou en teinture mère? Au-delà on sait qu'il y a des dioxines qui se dégagent, on sait que c'est quand même plus de principes toxiques que si je la bois en tisane, mais est-ce qu'il y a des nouvelles molécules qui se créent dans la fumigation en brûlant quelque chose? Pas forcément des nouvelles molécules, mais par contre, on va avoir un travail qui va être plus subtil. On n'aura pas forcément, si tu prends, je sais pas, un romarin et que tu le bois en tisane. Après, ça dépend encore quel romarin, d'où il vient, etc. Mais bon, ça, on passe. Hein. Mais il va y avoir effectivement, il va y avoir des propriétés qui vont agir. Avec les encens, on est sur les fumées, on est sur quelque chose d'assez éthérique. Donc, on va avoir un effet qui va travailler sur le corps, sur les différentes couches du corps, en fait. On va pas avoir le même travail, tout à fait. Ça va être complémentaire à ce qu'on va pouvoir prendre en phyto ou en tisane. Enfin, voilà. De ce que j'en comprends et de ce qu'on ressent par rapport au travail qu'on a fait dessus, on est plus sur quelque chose de plus subtil, de plus fin. Et d'ailleurs, quand on a, on vous en parlera après, on a écrit un livre là-dessus. Du coup, ça nous a permis d'approfondir le travail qu'on avait déjà fait, puisqu'il fallait faire un condensé, il fallait développer un peu tout ça. Donc on a remis une 100e fois notre travail à l'ouvrage. Et du coup, à la fin de l'écriture du livre, moi je me disais, maintenant la suite, ce serait de s'intéresser, en tout cas déjà pour une démarche personnelle, à tout ce qui est huile essentielle, à tout ce qui est aromathérapie, parce que je me suis rendu compte que, enfin, en tout cas c'était ma réflexion personnelle, c'était que les fumées c'est intéressant, mais ça nous a ouvert en fait à des choses plus fines, plus subtiles, et ce serait intéressant d'enlever le côté fumé et d'aller plus sur l'essence même d'une plante, comme on pourrait l'avoir en huile essentielle. Comme on a, Émilie a pas mal d'huile essentielle, donc on n'a pas fait le travail pour l'instant, mais on les utilise comme ça quotidiennement. Pour résumer, c'est un peu ce que j'allais te dire, hein. Dites-moi si je me trompe, mais en fait, les encens, c'est un outil qu'on peut utiliser, mais sur un plan adapté. Tu vois, comme tu le dis, les huiles essentielles, on pourrait peut-être les utiliser plus en cure. On peut tout utiliser en préventif et curatif, on est d'accord, hein. Mais peut-être que l'encens, je suis sur un plan plus subtil, comme tu dis, et donc pour travailler un type de plan. L'aroma, c'est peut-être plus quand même pour un autre type de plan, la phyto pour un autre, les teintures mères pour un autre. Et en fait, tout est bon, mais il faut savoir l'utiliser et pourquoi je l'utilise et sur quel plan je veux travailler. C'est un peu ça l'idée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que attends, Émilie, excusez-moi, je faisais sortir l'autre chat. Je sortir du tout parce que le volet. Il y a le volet, bon, c'est pas grave. Excusez-moi, il y a des problèmes de chat. On n'a pas de formation en aromathérapie, mais le travail sur les encens nous a amené un petit peu à ça. Et aujourd'hui, je me pose effectivement des questions là-dessus. Et ce qu'on connaît, ce qu'on travaille avec les huiles essentielles, on n'est pas tout à fait sur les mêmes domaines, mais c'est très proche, c'est complémentaire. Et je voulais dire un truc, je sais plus du coup. Excusez-moi, c'est mon chat. Ah, bon sang. Non, mais comme tu dis, on peut utiliser une même plante sous différentes formes pour différents travails. Tu vois, comme elle donnait l'exemple, oui, voilà. Le romarin, C'est-à-dire que
La réflexion que je me fais, si tu veux, Kevin, c'est que quand tu me parles de ça, je me dis que pour faire une huile essentielle, on n'a pas du tout le même travail qu'avec un encens. Un encens, c'est beaucoup plus facile à réaliser. Ça demande moins de moyens, pas les mêmes énergies, etc. Enfin, énergie, j'entends faire un feu, etc. Puis pour faire les quantités de les quantités plantes de à plantes, utiliser, c'est les des quantités. alambics, etc. Et du coup, l'encens, c'est quelque chose qui, à mon avis, dans l'histoire de l'homme, a été beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile à produire, à reproduire, à transmettre que, par exemple, une huile essentielle. On n'aura pas le même travail, la même finesse, mais c'est assez proche. On a des, c'est assez, on touche à des choses qui sont à peu près du même ordre. Je n'ai pas développé les huiles essentielles, mais pour moi, on est dans des choses assez proches. Donc justement, tu parlais du livre que vous avez créé ou co-créé, hein, je ne sais plus tout à fait. Co-écrit. Voilà, donc vous pouvez nous en parler un petit peu et puis peut-être aiguiller les personnes que ça intéresserait. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre? Est-ce qu'on apprend réellement à fabriquer ses propres encens par le biais de plantes que je pourrais avoir dans mon jardin? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que je peux faire toutes les formes? En poudre, en bâtonnet, en bâton, je ne sais pas, hein, ou est-ce qu'on est limité, etc. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre? Nous, l'idée, quand on a eu, entre guillemets, on a testé plein de choses, etc. Puis on s'est dit, mais purée, mais vraiment, il faut qu'on transmette ça. C'est pas possible de garder ça pour nous. Et du coup, l'idée, c'est que quand la personne, elle arrive sur ce lit, eh ben, elle puisse de A à Z fabriquer son encens et puis aussi ses charbons, parce que Nicolas a fait un gros travail sur la fabrication de charbon. Parce que comme les encens qu'on trouve enfin, certains encens qu'on trouve dans le commerce, les charbons qu'on trouve, hein, qu'on appelle les charbons à chicha, souvent sont 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 vraiment pas bons pour la santé. C'est des charbons déjà, généralement c'est des fibres de coco qui sont compactées, etc. Et en plus, voilà, il y a beaucoup de nitrates dedans, donc c'est vraiment pas bon, quoi. La combustion est vraiment pas bonne pour la santé, pour le coup. Elle est pas bonne pour deux choses, c'est-à-dire que, enfin, nous, de ce qu'on en a compris, de ce qu'on a expérimenté, il y a un point qui est très important, en fait, c'est la combustion et la qualité de la combustion. C'est pour ça que je propose, j'explique comment faire du charbon, et c'est pas très compliqué à faire. C'est vraiment à la portée de tous, comme pour le reste de ce qui est proposé dans le livre. Mais la combustion est très importante, c'est-à-dire que si par exemple, on fait un gratin puis on le met dans le four à, je sais pas, 280, 300 degrés, ben, le truc il va cramer, il va être immangeable. Donc il y a des températures à respecter et pour les encens c'est pareil. Si les températures sont trop rapides, trop violentes, ben on va dénaturer une partie de plante, alors que ce soit une feuille, une écorce, une racine, une résine, peu importe. Et du coup, la combustion, c'est vraiment un point important. Et oui, par exemple, on avait fait des tests, on s'est dit, ah bah tiens, pourquoi pas prendre une braise directement? C'est un réflexe qu'on pourrait avoir. La résine sur une braise, parfait, ça va aller bien chaud, ça va aller. Eh ben, c'est vraiment pas efficace. En fait, ça crame tout de suite et comme disait Nicolas, du coup, on a quelque chose qui n'a plus aucun intérêt. Donc, effectivement, ce que tu proposes dans le livre avec les charbons, c'est super intéressant parce que ça permet déjà de créer son charbon de manière assez simple. Et puis après, ben, tout le déroulé pour pouvoir créer les encens à base de plantes qu'on peut récolter, mais des plantes simples, hein. C'est-à-dire que, comme tu parlais des plantes du jardin, effectivement, il peut y avoir certaines plantes qu'on peut retrouver dans le jardin, ou alors, en tout cas, autour de chez soi. Il y a quelques plantes, des plantes cultivées, ouais, certaines plantes cultivées aussi. Et puis aussi, on a mis quelques plantes du sud aussi, parce que ben on a des stagiaires, des auditeurs qui viennent du sud, mais c'est pas non plus, il n'y a pas non plus que ça, quoi. Et du coup, voilà, c'est vraiment l'idée d'aller récolter les techniques pour pouvoir bien les faire sécher, comment les réduire en poudre et comment éventuellement les utiliser. Parce que la base de l'encens, c'est de la poudre, de toute façon.
tu veux y faire un bâton, un cône ou autre, ça sera de la poudre. On va faire quoi qu'il arrive. Et après, si on veut faire un bâton, un cône, il faudra les amalgamer. Poudre résine, ouais. Ouais, poudre et résine, amalgamer ces poudres pour pouvoir faire un support, quoi. Alors nous, tu parlais des différentes formes. En dehors des bâtons de fumigation, non, j'en ai pas amené. Par exemple, les bâtons de sauge, des choses comme ça. On va principalement utiliser que des, enfin, pas principalement, on va utiliser que des poudres. C'est-à-dire que dès le moment où on met et que ça se voit avec d'autres types d'encens. Par exemple, j'ai des encens népalais, moi j'en ai en bâton, puis j'en ai en poudre. Clairement, dès le moment où on transforme la poudre pour faire un cône, un bâton, quoi que ce soit, on va ajouter, même si on ajoute des éléments naturels entre guillemets propres, ça va dénaturer la base de la plante, la base ou des plantes qui sont utilisées. Et le plus simple à faire, c'est la poudre, et le plus intéressant en termes que ce soit d'odeur ou énergétique ou autre, ça va être toujours la poudre. Donc, autant aller au plus simple, vu que c'est le plus intéressant. Alors, même si on donne aussi des techniques pour faire des cônes amalgamés, ce genre de choses, mais c'est vraiment pas ce qu'on préfère, nous, en tout cas, pour les utilisations. On en fait quasiment jamais, puisqu'on utilise principalement la poudre. D'accord, donc si j'ai bien compris, vous allez apprendre carrément à nous faire fabriquer nos propres charbons, et grâce à des poudres aussi, de pouvoir créer nos propres bâtonnets, t'as dit, non? C'est pas vraiment, c'est plutôt des cônes. Les cônes, c'est comme ce qu'il y a de plus simple. Après, du moment où, si tu as une pâte, tu peux faire des bâtonnets aussi. Mais attends, vous n'avez peut-être pas envie de nous donner les recettes ce soir, mais quand vous nous dites, vous mettez en poudre, des poudres de plantes, mais alors après, il y a bien une autre substance que l'on met pour créer amalgamer. Oui, voilà, ça c'est du charbon par exemple. Là j'ai un petit, voilà, toc. D'accord. Ah, donc ça donne du charbon. Si vous voulez, tout à l'heure j'allumerai. Et là j'ai un bocal avec plein d'autres petits bouts de charbon. Donc là suffit d'avoir un feu. Ça peut être un feu de bois dans une cheminée, un poêle, ou un petit feu en extérieur. On évitera de faire ça sur sa gazinière. Ça marche, mais la fabrication de charbon sent un petit peu mauvais. Là, on a un exemple de poudre. Je sais pas si on voit bien. Ouais, un petit peu, ouais. On va faire, voilà. Hop, voilà. Là, on a de la poudre, donc on peut très bien faire soit avec les doigts, un petit cône, quelque chose comme ça. J'essaye de, voilà. Pas évident. Soit sinon, on va utiliser ce genre de petits trucs. Ça, c'est simplement un petit cône en métal rempli de poudre, et puis on va faire un petit cône. Voilà. On forme un cône, mais pas amalgamé pour le coup. Et on n'est pas obligé. Là, on peut le poser sur du charbon, ou on peut directement faire un petit cône et l'allumer. Et les mélanges peuvent être faits d'une seule plante ou de plusieurs plantes. Alors, il y a des plantes qui brûleront moins bien, donc souvent on les mélange avec d'autres, ou on les dépose sur charbon. Et il y a des plantes qui brûlent très bien toutes seules. Et puis après, voilà, c'est un savon, entre guillemets, si on veut y mélanger avec de la résine, s'il faut faire... Là, tu as des résines, là. Voilà, là j'ai des résines. Des petits et des grains ou des larmes de résine, on appelle. Peut-être si tu veux. Et ça, si on veut en mélanger, les résines, c'est un peu plus compliqué parce que il y a un temps de séchage, c'est assez visqueux, donc quand on veut mélanger avec les plantes... ça dépend, en fait, les résines, ça dépend de ce qu'on trouve. Si ça a séché sur l'arbre, c'est tant mieux, puisque on aura directement... voilà, je vous en ai sorti un gros morceau. Je sais pas si voilà. Oui. Et ça, soit on récupère des petits morceaux dessus, soit sinon, là, dans le fond du bocal, je vais avoir des poudres, parce qu'à force, ça se cogne, ça fait des poudres. Après, on peut réduire avec un pilon, voilà, un mortier comme ça, simplement,
pour pouvoir faire des poudres de plantes, de résine, etc. Mais soit on y mélange avec des poudres de plantes et on y brûle directement, soit on utilise un charbon pour pouvoir, pour pouvoir déposer une petite larme de résine ou voilà, la résine, de toute façon, il faudra un combustible, soit une plante qui va compléter pour la combustion, soit un charbon. J'ai pas posé la question tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des plantes qu'on ne pourrait pas utiliser en encens, qui seraient vraiment toxiques Du moment où une plante elle est toxique, genre, alors on connaît tous des plantes qui ont été utilisées, genre la mandragore, qui a été utilisée sur le chauve, au lif, ou qu'est-ce qui a été utilisé aussi, la belladone, genre de choses, des plantes qui ont des propriétés hallucinogènes, voire toxiques. Si elles sont hallucinogènes, généralement à haute dose, elles sont toxiques. On prendra jamais de plantes qui sont toxiques pour les faire brûler, parce que forcément elles vont dégager des substances vraiment, pour le coup, des molécules, des particules toxiques qui sont vraiment pas bonnes. Donc effectivement, on évite les plantes qui sont de prime abord toxiques, quoi. Alors après, on les a pas les plantes que citait Émilie, on les a pas testées, mais il nous est arrivé j'avais du gui. Ouais. Et je voulais essayer parce qu'on a essayé, je sais plus, une cinquantaine de parties de plantes. On en a retenu combien? Ouais, plus d'une cinquantaine, mais bon, ça, à mon avis, on a dû tester une cinquantaine de plantes. Et on a retenu 34 plantes. 34 plantes. Plantes et parties de plantes. Ouais, parties de plantes, parce que sur une plante, il peut y avoir, ça peut être les fleurs, ça peut être l'écorce, ça peut être la racine, etc. Et du coup, le gui, on s'est dit, tiens, en plus, les druides l'utilisaient, donc peut-être pas en fumigation, mais pour d'autres choses, etc. Et on a vraiment trouvé ça... l'odeur devait pas être terrible de souvenir. L'odeur n'était pas terrible, mais par contre, on avait l'impression d'avoir un nuage de coton dans la tête. C'était... Et au niveau énergétique, quand on se met en résonance avec... ce qui était intéressant, c'est que on travaillait tous les deux avec Émilie, c'est-à-dire qu'on faisait brûler une poudre de plante, une partie de plante, et on testait, on se disait rien, on le faisait comme ça un peu en aveugle. On notait, nous, les effets qu'on ressentait au niveau du corps, au niveau de l'énergie, et ensuite on mettait ensemble. Voilà, on croisait nos informations, et on l'a fait ça plusieurs fois à différents moments pour bien cibler un peu les effets. Et le gui, c'était vraiment, comme dit Émilie, c'était ça floutait, ça mettait un peu en vrac le corps. C'était vraiment quelque chose qui était pas... C'était plombant. D'ailleurs, on a eu la même chose pour le hou, pour les drupes de hou aussi. C'était pas terrible non plus. Donc oui, il y a des plantes qu'on a... On les a pas retenues, quoi. Mais par contre, je sais pas, je vais prendre... là, j'en ai ici. Ça, alors j'en ai très très peu. C'est de la résine de mélèze. Et le mélèze, en plus, ça met à l'aise. Et c'est super intéressant au niveau du chakra coronal et du chakra de l'œil. Ça ouvre, c'est comme si ça ouvrait l'esprit et que ça... Il y a une notion d'étendue en fait. Il y a une notion on est plus focalisé comme ça, concentré sur quelque chose. C'est comme si on regardait un paysage. On est beaucoup plus ouvert à ce qui se passe autour de nous et c'est des choses très intéressantes. Et c'est amusant parce que l'autre jour, on arrivait en voiture vers pas loin de Mélèze, quoi. Puis on dit tiens, des Mélèzes. Et tout de suite, on s'est mis. Ouais, moi, je me suis mis avec l'arbre, peut-être le souvenir de. Et j'ai eu tout de suite ce truc vraiment de ressentir les chakras qui s'ouvraient, tac tac. C'était assez marrant, ouais. Ouais, il y a deux. Alors, comme tu dis, Émilie, ça peut être le souvenir, et dans ce cas-là, tu n'es pas sur sur l'instant, ouais. Sur l'instant, sur la résonance de l'instant, mais toi, tu as dû t'y mettre dessus. Ouais. Et du coup, c'est pareil, il y a une résonance, il y a un lien qui se fait, un échange, et ça apporte quelque chose. Donc c'est un petit peu le travail qu'on a fait avec
avec les plantes. C'est-à-dire qu'on a eu donc toute la sélection pour différentes choses, que ce soit l'odeur, les effets, que ce soit la combustion, la fumée, etc. Et puis il y a eu aussi tout ce travail d'écoute avec les tissus du corps pour pouvoir écouter ce qui se passe avec dès le moment où on fait brûler tel ou tel encens. Et tel encens ou telle partie plante. Oui. Et selon, par exemple, pour les aiguilles de pin. Ouais. On a eu un exemple. On a eu un exemple très intéressant avec les aiguilles de pin sylvestre. Après, on a testé, je crois, d'autres aiguilles de pin maritime, mais bon. L'aiguille de pin, en fait, quand on a fait brûler des aiguilles de pin, mais on avait en fait ramassé des aiguilles de pin par terre, quoi, sèches, ou alors qu'on a fait sécher si c'était un peu humide. Les aiguilles brunes. Les aiguilles brunes. C'est-à-dire qu'il y avait séché sur l'arbre, puisque l'arbre, tous les 3 ans, il renouvelle une partie de ses aiguilles, et donc les aiguilles tombent et elles sont brunes. Et donc, effectivement, on les a ramassées, on les a fait sécher, et on a fait la même expérience avec, donc pour les tester, on a fait la même expérience avec des aiguilles vertes, puisqu'il y avait eu de l'élagage qui avait été fait. Donc, il y avait des rameaux de pin par terre, on les a ramassés, et on les a fait sécher. On a testé donc les aiguilles vertes séchées et les aiguilles brunes donc mortes sur l'arbre séchées après. Et on n'a pas du tout les mêmes effets en fait. Ouais, c'était assez. Je pense du fait peut-être que on avait une concentration en fait les aiguilles brunes ont été encore concentrées. C'était encore concentré dedans. Peut-être que dans les aiguilles vertes il y avait encore beaucoup trop d'eau. Je sais pas, il y avait quelque chose comme ça. Et c'était très marrant ces aiguilles brunes. On a vraiment eu un effet très euphorisant, quoi. Le pain, oui, ça c'est. On l'a retrouvé avec quand on faisait un stage avec notre ami Passang. Il nous parlait que le pain au Népal est utilisé pour apporter des. C'est utilisé pour les personnes dépressives pour apporter de la joie, Il y a un côté euphorisant dans le pain. C'est marrant parce qu'on a vraiment, nous on avait testé ça et on avait vraiment trouvé cet effet euphorisant et nous parle de ces usages qui sont faits aussi au Népal. Et moi j'étais en train d'approfondir mes connaissances en plantes médicinales en faisant une formation à l'école lyonnaise des plantes. Et du coup, dans mes cours, j'ai eu l'information comme quoi le pain agit sur les corticosurrénales. Donc on a vraiment eu le cheminement complet et là on a compris pourquoi on avait eu cet effet euphorisant, quoi. Et je trouvais ça vraiment génial, quoi. Ça confirmait Ouais. On avait une confirmation scientifique. Ce que je vous propose, parce que vous qui aimez expérimenter, alors c'est que vous allez essayer de nous trouver une plante pour la prochaine visio, hein. Et puis vous aurez eu le temps de la tester à la fois en même temps, au même moment, vous allez nous la mettre en encens, vous allez la boire en tisane, vous l'appliquer en huile essentielle, et puis vous allez la prendre en teinture mère à côté en même temps, puis vous allez nous dire ce que vous sentez pour voir si ça agit sur plusieurs plans en même temps, hein. Ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ouais, non, c'est un truc intéressant. Ce serait un truc intéressant à faire. Intéressant à reproduire puisque là on sera 2 sujets et à un moment donné et ah, c'est ça. Hein. Ouais. Après, voilà, c'est ça. Faut recouper les informations, retester, tester. Et puis, parce qu'en fait, selon l'état d'esprit, l'état d'esprit ou l'état dans lequel on se trouve, l'état du moment, les effets peuvent être plus ou moins marqués. Par exemple, on avait fait le test avec Nicolas sur des cornes de yak. On s'est retrouvé en possession de cornes de yak. Et Nicolas me dit, ah bah tiens, quel effet ça te fait? Et moi, qu'est-ce que tu ressens, quoi? Et moi, je dis, moi, j'avais été sur un truc, vraiment, je sentais, vraiment, ça me travaillait sur le chakra coronal, enfin, vraiment un truc. Et puis, toi, tu me dis, ah bah maintenant, moi, ça me travaille l'ancrage. Donc, le truc complètement opposé, quoi. Et en fait, moi, je suis quelqu'un d'assez terrestre. Donc, du coup, effectivement, les cornes, me faisaient travailler, qui font ça, voilà. Elles me faisaient travailler sur le côté éthérique. Et Nicolas, qui est plus éthéré,
ça le faisait travailler, lui, plus sur l'ancrage, parce que l'IA qui est quand même très, très terrestre aussi, quoi. Donc, on voit quand même que selon aussi l'état dans lequel on se trouve et notre tempérament, on peut avoir aussi des effets qui vont être un petit peu différents, ou en tout cas qui peuvent un peu varier. Compléter, voilà, ça vient compléter, équilibrer, pas compléter, équilibrer, ouais, en tout cas, quand on a fait ce test-là, on l'a pas refait d'ailleurs. Ouais. C'est venu compléter, équilibrer ce qu'il y avait besoin d'équilibrer dans le moment. Bah, c'est peut-être un prochain bouquin, vous allez travailler sur les encens adaptogènes alors. Avec des plantes adaptogènes, il faudra regarder. Ouais. Mais du coup, vous nous avez parlé de ce bouquin depuis tout à l'heure, mais vous ne nous l'avez pas montré. Ah oui, c'est vrai, oui. En visuel, pour ceux que ça peut intéresser éventuellement. Alors, pour les personnes, parce qu'on a aussi une chaîne YouTube pour les personnes qui seraient intéressées. Donc, il a été édité aux éditions De Terran. On est vraiment très content d'avoir travaillé avec eux. C'était vraiment super intéressant. Et du coup, pour ceux qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur cet ouvrage, on a fait une petite vidéo de présentation de l'ouvrage, un peu de la genèse, comment on s'est retrouvé à faire ça, cet ouvrage. Sur la chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez aller voir ça, il y a plein d'autres choses aussi sur cette chaîne YouTube. Il y a plein de choses sur notre blog aussi. Voilà. Et sur la chaîne YouTube, on tape quoi pour vous trouver? C'est Univers Nature. VERS. Ouais, VERS, parce que c'est pas univers tout attaché nature, parce que sinon on tombe sur quelqu'un qui fait de la pêche, de la chasse. C'est autre chose, c'est autre chose, quoi. Il y a d'autres. Est-ce que tu as d'autres questions, Kevin? Est-ce que ceux qui nous écoutent ont des questions? N'hésitez pas, c'est le moment. C'est ça, tout à fait. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et moi, je tiens à souligner que vous savez que je suis votre premier fan. Vous donnez toujours plein de bonnes idées au quotidien pour pouvoir avoir plein de petits outils sympas de bon sens à pratiquer. Et du coup, je trouve qu'elles sont très riches aux vidéos. Et en plus, vous expérimentez, vous n'êtes pas des théoriciens, parce que des théoriciens, moi j'en connais beaucoup, puis quand il faut faire ou appliquer ou aller sur le terrain, il n'y a plus grand monde. Et donc vous, je trouve que voilà, vous faites l'inverse, et du coup vous expérimentez, vous ressentez, et après vous essayez de mettre des noms ou de la théorie dessus, et je trouve que c'est beaucoup plus cohérent. C'est en faisant, en ressentant qu'on peut combler des besoins grâce à tel ou tel produit, telle ou telle plante ou quoi. Et je pense que vous avez bien raison, et c'est dommage que justement peu fassent cette démarche. Et en tout cas, moi j'apprécie ce que vous faites et les idées que vous donnez. En plus, ces vidéos sont agréables et de qualité. C'est bien de le dire aussi, parce que c'est pas parce que la cam est pas très bonne aujourd'hui que les vidéos sont bonnes, mais bien au contraire. Des vidéos sont d'une grande qualité. Merci pour ce que vous faites. Ça a dû être très clair, parce qu'on a eu des petites questions au début, mais je vous les ai posées, mais pour l'instant, nous n'en avons plus. On peut attendre encore un petit peu. Est-ce qu'il y a un point ou quelques points brefs, on arrive sur la fin, qu'on n'aurait pas dit, primordial pour s'intéresser encore plus aux encens? Ou on a fait à peu près le tour? Je pense qu'un des points primordiaux, c'est d'aller sur le terrain, déjà. On en revient toujours un peu à la même chose, c'est allons sur le terrain, allez sur le terrain. Si vous n'êtes pas sûr, etc., venez nous voir. Hein, nous, on propose plein d'activités, etc., pour aller justement encourager à aller sur le terrain et puis se faire son expérience sur le terrain. Et ça, c'est la base de tout, quoi. C'est comme dit Émilie. Pardon, vas-y. Non, mais je veux dire, toi, Nicolas, ton petit mot de la fin à toi, du coup, comme. Pour rebondir à ce que tu disais, c'est vrai que c'est de la pratique, c'est de l'expérience, c'est comme dit Émilie, et c'est vrai que l'idée de l'assaut, des stages qu'on propose, c'est c'est de sortir de. Pareil, là il y a un livre, c'est bien, mais le vivre, c'est encore le lire, c'est une chose, mais le vivre, c'est encore autre chose. Et sortir dehors et expérimenter. Et après, la vie, c'est que du mouvement. Donc même si à un moment, on vit un truc où on colle une théorie ou je ne sais quoi sur quelque chose, tout est en mouvement, tout évolue, tout bouge. Donc
c'est valable aujourd'hui, ce sera plus valable demain, et ce sera peut-être valable sur le lendemain. Donc voilà, quoi, c'est intéressant de vivre tout ça et de savourer tout ça, quoi. D'expérimenter. Tout à fait. Ben, merci à vous. Il y a juste une dernière petite question, je pense qu'elle est simple pour vous. Peut-on faire un encens de romarin? Ben, c'est une question très précise, mais... Oui. Oui. C'est même un très bon encens de purification. Romarin, laurier sauce, il me semble qu'il y a une recette. Ouais, laurier sauce, ouais. Feuille de laurier sauce et romarin réduit en poudre. C'est pas que pour le barbecue. J'ai plus les proportions en tête, mais si je retombe dessus vite fait, avec un peu de chance. Ouais, parce qu'on a mis quelques. Du coup, on a concocté des recettes. Alors, une dose de romarin, une dose. Ah non, c'était d'épicéa là qu'on avait mis pour le. En purification. Voilà, en purification. Une dose de romarin, une dose de résine d'épicéa, donc des rameaux de romarin séchés, réduits en poudre, résine d'épicéa pareil. Odeur résineuse aromatique, fraîche, très rafraîchissant, fort purifiant et nettoyant. Facile. Non, c'est des choses très simples. Non, c'est des choses simples. Voilà. Ben, merci à vous deux, merci pour votre temps, votre partage. Continuez ce que vous faites. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, même à la fin de la vidéo. Merci à tout le monde. Et puis, certainement une prochaine pour peut-être un autre thème à partager. Ça marche. À bientôt, merci Kevin. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci.